des gravures de Hogarth. Charles Lamb a noté: alors qu'en général nous regardons les images, les siennes étaient à lire. Et en effet, ces images profondément narratives, pour ne pas dire moralisantes, doivent être examinées avec grand soin, afin de rendre compte de chaque gravure individuelle, dans ses détails, au point que les lectures de Hogarth pouvaient, comme elles l'ont fait, devenir un genre de littéraire interprétative. Je suis certain que les examiner d'un bout à l'autre fait partie de ce que signifie faire l'expérience de ces gravures, autrement dit, qu'elles sont destinées à transformer le lecteur par l'intermédiaire de l'identification qu'il réalise, des histoires sordides qu'elles représentent. Les gravures font quelques références narratives en avant et en arrière, de telle manière que l'ordre des clichés dans la temporalité narrative contrôle l'interprétation pour autant qu'examiner d'un bout à l'autre, les clichés signifient examiner l'histoire. Si la gravure de la mort de la prostituée, par exemple, ou celle du roué précédait les autres dans l'ordre effectif, disons si elle portait le numéro 1, ce qui suivrait serait un retour en arrière, et nous devrions nous demander comment une stratégie narrative qui a dû attendre le cinéma narratif pour être mise au point aurait pu être anticipée ici de manière précoce. La question de savoir pourquoi le temps dans le film narratif et celui du film narratif doivent pouvoir parfois aller l'un à l'encontre de l'autre fait partie d'une autre discussion. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il y a un ordre idéal pour les gravures de Hogarth, comme il y en a pour le chemin de croix et les images de la série du Bouvier. Je possède un tirage de cette dernière qui va en réalité de l'arrière vers l'avant, mais ce fait ne joue pas de rôle du point de vue interprétatif. Il ne fait pas partie de l'œuvre, puisque les livres japonais se lisent à partir de l'arrière, qu'il s'agisse de textes picturaux ou non. En tout cas, une des raisons pour lesquelles les gravures de Hogarth doivent être lues réside dans le fait que leur contexte naturel est narratif et qu'il faut suivre la narration pour que la réponse voulue par l'auteur ait lieu. Certes, une gravure isolée, arrachée à son contexte, ne serait pas aussi radicalement appauvrie que le serait la 8e image de la série du Bouvier, et elle aurait un aspect narratif que n'a pas la 12e station de la croix. Il n'empêche que les liens entre références et structures sont tels dans ces œuvres hautement représentationnelles que même celles-ci seraient mutilées et déformées si elles étaient isolées. Tout comme leurs pendants qui ne sont plus simples du point de vue optique, elles ont la signification qu'elles ont uniquement dans Zusammenhang, le contexte d'un énoncé plus vaste. Bien que vague, la phrase sur laquelle elles ont la signification qu'elles ont uniquement dans le Zusammenhang d'un énoncé plus vaste a été choisie pour faire écho à une célèbre formulation de Frege. Celle-ci fait tellement partie de la culture philosophique qu'on peut compter sur le fait que mon auditoire impliqué l'entendra à travers mon texte, tout comme on pouvait compter sur le fait que le public impliqué de Newman saurait à peu près ce que sont les stations du chemin de croix, et qu'il serait préparé à considérer la couleur noire comme une métaphore appropriée de la mort, et le fait de devenir noir comme une métaphore appropriée du fait de mourir. De même, les lecteurs supposés de la série du Bouvier étaient-ils censés savoir apprécier un espace vide comme étant une image appropriée de l'éveil? Si je m'efforce de rendre explicite un lien dont je suppose par ailleurs que mes auditeurs l'ont déjà établi spontanément, c'est en partie parce que je veux illustrer le genre de lien dont j'ai besoin, mais en partie aussi pour rejeter une analogie plus étroite avec le type spécifique de contexte conférant une signification auquel pensait Frege, le contexte de la phrase. Car la structure d'une œuvre n'est pas la structure d'une phrase, et la compréhension d'une œuvre n'est même pas parallèle à la compétence grammaticale dont fait preuve un locuteur lors de la production et de la compréhension de phrases de sa propre langue. Notre thème est le langage, l'art et la culture, et je m'efforce ici d'attirer l'attention philosophique sur un type de contexte de Zusammenhang qui constitue une exigence minimale pour l'existence de l'art. De nos jours, on accorde beaucoup de poids au concept de texte qui transcende d'une manière qui n'a pas encore véritablement été éclairée l'unité fondamentale de la transmission linguistique, le plus petit support des valeurs de vérité, la phrase que Frege est crédité à juste titre d'avoir promu comme unité primaire. Or, la
philosophie analytique, avec son insistance sur les philosophies du langage et la logique, se définit en gros par la primauté accordée à la phrase ou à la proposition, puisque dans le présent Zusammenhang, la différence importe peu, et sa division la plus récente oppose ceux qui considèrent la phrase comme un instrument servant à faciliter un jeu de langage à ceux qui pensent que sa description doit se faire en termes des conditions qui la rendent vraie, ainsi qu'à ceux qui défendent quelques combinaisons de ces deux conceptions. De ce fait, les philosophes analytiques ont été pratiquement dans l'impossibilité d'engager la discussion avec les philosophes, essentiellement européens, qui prennent le texte comme unité fondamentale. Un texte est un Zusammenhang, contexte, dont le principe d'intégrité va au-delà des traits de syntaxe et de grammaire à travers lesquels les phrases peuvent être traitées logiquement et grâce auxquelles les phrases restent solidaires dans ces architectures plus vastes qui sont l'objet premier de l'analyse philosophique. L'argument et le calcul logique dont la fonction est la préservation et la transmission des valeurs de vérité. Une série récente d'études est intitulée « Les arguments des philosophes », mais un recueil qui s'intitulerait « Les textes des philosophes » nécessiterait des méthodes d'un type que nous pouvons à peine entrevoir, à savoir les méthodes non encore élaborées de l'interprétation. C'est grâce à une interprétation impliquée qu'il incombait au lecteur de reconstruire que le cercle vide dans la série du Bouvier pouvait être artistiquement identifié comme étant le Satori ou comme étant le Bouvier l'ayant atteint. Et le fait que le cercle soit en ce sens-là, le Satori n'est pas, pour faire résonner une autre allusion, dans le texte, de la manière dont un mot est dans une phrase. Mais tout en disant qu'un texte se conforme à des principes différents de ceux qui lient les mots dans une phrase, j'accepte bien entendu la possibilité qu'un texte consiste en une phrase unique ou même en un fragment de phrase, de la même manière qu'une phrase peut fort bien consister en un seul mot. L'unité phrastique consistant dans le mot T possède des significations qui vont au-delà de celles de T considérée seule. Il en va de même du texte qui consiste dans l'unité phrastique S. Bien sûr, je ne saurais guère expliciter davantage ici ce qu'on pourrait appeler de manière solennelle la logique textuelle, mais j'aimerais insister sur le fait que ces principes transcendent les différences entre les textes picturaux, tels ceux que j'ai considérés, et ceux qui sont constitués effectivement de phrases et ultimement de mots. Cela est dû au fait que les relations entre mots puis entre phrases dans le Zusammenhang d'un texte vont au-delà de la grammaire et de la syntaxe. Les différences existant entre les représentations picturales et linguistiques parlent fortement contre la possibilité d'un langage purement pictural du type de celui imaginé par Wittgenstein dans le Tractatus. Mais au niveau du texte, ces différences disparaissent. De ce fait, dire que les gravures de Hogarth doivent être lues n'est même pas une métaphore forcée. Un texte pictural ou verbal commence à prétendre au statut d'art lorsqu'il fait naître des questions auxquelles nous ne saurions répondre simplement en termes d'optique ou de psychologie picturale, ni dans le deuxième cas en vertu de notre simple capacité de lire ou de suivre un texte, par exemple narratif. Prenons par exemple le dernier mot d'Ulysse, qui est bien entendu le mot yes, avec une capitale en anglais, la capitale, et le signe distinctif des noms propres, des débuts de phrase, alors que yes n'est ni un nom propre, ni probablement du fait de l'absence de point final, une phrase. Le soliloque de Molly est plein de yes, mais aucun n'est marqué comme l'est ce yes terminal. Et ceux qui doivent lire le texte à haute voix, je pense par exemple à Siobhan McKenna, sont obligés de donner une interprétation de cet affirmatif différencié. La question est de savoir comment il faut qu'il sonne, étant donné que Molly ne parle pas à haute voix, encore que si le yes marquait un genre d'orgasme, elle aurait pu le vocaliser comme gémissement d'extase. Quoi qu'il en soit, on ne saurait lire Ulysse sans que s'élève une multitude de questions de ce type. Pourquoi le yes débute-t-il avec une capitale? Et pourquoi ces autres lettres ne sont-elles pas écrites en capitale? Est-ce qu'il importe qu'il s'agisse du mot final de Molly concernant ses relations avec Bloom? Rappelons à cet égard que le premier mot qu'elle lui a adressé dans le roman a été MN, qui ne l'engageait à rien. Cela en réponse à la question de savoir si elle voulait quelque chose pour le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, réponse qui confronte Bloom à la question de l'interprétation, question amplifiée pour nous par le retentissant yes final.
Il est clair que nous ne pouvons même pas dire ce qui se passe dans Ulysse sans répondre à des questions de ce type, de sorte qu'entre le livre et l'œuvre s'intercale la médiation touffue de l'interprétation. Il ne devrait pas être difficile de montrer qu'exactement les mêmes considérations sont pertinentes dans le cas de la musique, de sorte qu'au niveau de l'interprétation textuelle, les différences entre musique, littérature et peinture, qui paraissent si frustrantes lorsqu'on se place à un niveau d'analyse inférieur, disparaissent pour faire naître la possibilité d'une méthode générale d'interprétation. En tout cas, cela aide à montrer comment la littérature, bien que faite de langage, est définie par des forces qui sont hors d'atteinte de la structure grammaticale et syntaxique. Cela montre aussi pourquoi une lecture du type de celle qui implique une interprétation nécessite des compétences d'un type différent de celles qui sont transmises lorsqu'on apprend à des enfants, par exemple, à parler l'anglais. L'interprétation est l'instance qui réalise ce que j'ai appelé la transfiguration, le processus par lequel même des objets tout à fait banals sont élevés au niveau de l'art. Elle demeure cette instance même lorsque les objets qui sont à transfigurer sont déjà des objets représentationnels, tels des tableaux ou des textes descriptifs, puisque toute image ou tout écrit en prose n'est pas une œuvre d'art. D'ailleurs, même toute pièce de musique n'en est pas automatiquement une, car c'est uniquement lorsque surgissent à son propos des questions parallèles à celles posées plus haut que nous nous trouvons au niveau artistique, car traiter de choses comme une œuvre d'art revient à supposer qu'elle relève de la structure de l'interprétation. Lorsque les objets sont déjà des symboles d'une sorte ou d'une autre, l'interprétation comporte une interaction complexe entre leur usage et ce qu'on pourrait appeler leur mention. En effet, nous ne saurions dire ce qu'un symbole signifie dans le sous-amène-hang d'un texte avant d'avoir par-delà son usage répondu à des questions concernant ses traits palpables, questions du genre de celles que nous avons soulevées à propos du yes qui clôt Ulysse, ou encore concernant la forme circulaire de la 8e vignette de la série du Bouvier, forme qui s'est révélée être textuellement non pertinente, bien qu'il puisse sembler ne pas en être ainsi. Pour déterminer sa non-pertinence, il faut faire appel à d'autres traits du texte, aussi bien qu'à la culture dont le texte provient et à laquelle il appartient, originairement. C'est à cause de ces traits palpables, qui sont en excès par rapport aux traits responsables de l'analyse sémantique, qu'une œuvre d'art, même lorsqu'elle est franchement narrative, ne saurait être réduite à son contenu. La manière de raconter l'histoire contient quelque chose en excès par rapport à l'histoire racontée. Pour ces raisons, même lorsqu'une œuvre d'art est référentielle, selon l'utilisation relâchée de ce terme par les critiques, les théoriciens littéraires, elle n'est jamais uniquement référentielle. C'est la raison pour laquelle je dis des œuvres d'art qu'elles sont des objets semi-opaques. Par objet semi-opaque, j'entends un objet qui présente un contenu, mais dans le cas duquel il faut combiner le mode de présentation, encore une notion de frégué, avec le contenu pour déterminer sa signification. Par suite de cette interaction entre contenu et mode de présentation, toute œuvre d'art possède une dimension rhétorique, au sujet de laquelle je ne peux que renvoyer le lecteur à la transfiguration du banal, liée de manière interne à la psychologie de la réception artistique, dans laquelle l'interprétation est co-impliquée avec l'appréciation, mais elle est aussi liée au concept de style, compris comme interaction entre le contenu et le mode. Voici par exemple ce que dit Denis Donahue au sujet d'Elizabeth Hardwick, écrivant sur Thomas Mann. Elle écrit qu'il combinait les talents les plus purs avec l'acceptation réaliste d'un vieux cheval de traits distingués de traîner de lourdes charges. Une phrase qui, essentiellement par la force combinée de deux virgules, traîne une lourde charge. S'il faut au niveau de la ponctuation prendre une décision, je mets moi-même deux virgules pour référer aux deux virgules dans la phrase de Miss Hardwick. Alors il est évident que l'interprétation est une entreprise difficile et de longue haleine, qui par elle-même suffit à justifier l'existence de critiques telles Hardwick et Donahue. De nos jours, on trouve de tous côtés une vue allègre selon laquelle un texte est une possibilité infinie d'interprétation, qu'on peut donner un nombre infini d'interprétations de chaque texte et qu'aucune n'est définitive. S'il est nécessaire de prendre parti concernant deux virgules, alors donner simplement une interprétation promet déjà assez de travail. Une question spéculative de la plus grande urgence se pose ici.
Est-ce que la constitution intriquée de l'œuvre d'art nous livre une analogie de la manière dont ceux qui étudient une culture doivent la construire anthropologiquement? On ne saurait guère aborder ce problème sans se demander dans quelle mesure il y a une analogie entre les cultures et les œuvres d'art. Un transfert que Burckhardt a réalisé avec l'insouciance du génie lorsque dans son étude de la Renaissance il traite l'État comme une œuvre d'art. Pour mener l'analogie à son terme, on devrait d'abord décider si une culture peut être considérée comme une manière de présenter le monde à ses propres membres, comme une Weltanschauung, pour employer le terme reçu, vision du monde, et donc si elle possède déjà une sorte de contenu représentationnel. Il faudrait ensuite mettre en lumière le type d'interaction entre ce contenu et son mode de présentation qui constituerait alors, pour ainsi dire, le style de la culture, ce qui reviendrait à inverser une célèbre formule de Wittgenstein, puisque imaginer une forme de vie reviendrait à imaginer un langage. Par langage, j'entends bien entendu ici un système de représentation plutôt qu'un système d'usage, ou alors il faut entendre le système d'usage comme un ensemble de symboles, à travers lesquels les membres d'une culture vivent leur manière de représenter le monde. La tâche de l'interprétation serait alors de décider lesquelles des nombreuses activités quotidiennes des membres de la culture possèdent cette surcharge expressive. Nous avons vu que même dans les œuvres d'art, tout ce qui appartient à l'objet n'appartient pas nécessairement à l'œuvre. Par exemple, je ne sais pas si l'allitération dans Distinguished Old Grey Horse, le vieux cheval de trait distingué, entre ou non en jeu avec les deux virgules. Je ne saurais guère espérer mener l'analogie plus loin ici ni peut-être ailleurs, et cela pas uniquement pour des raisons de temps. Mais si elle a la moindre chance d'être vraie, alors la critique artistique deviendrait un paradigme de ce que nous pourrions appeler maintenant la critique culturelle. Dans cette éventualité, la structure philosophique des sciences de la culture risque d'être si différente de ce à quoi pensaient les promoteurs de la distinction entre le Naturwissenschaften et les Geisteswissenschaften, lorsqu'ils utilisaient ce dernier terme, que nous n'avons guère d'idée de ce que pourraient être les implications de ces sciences. Nous ne savons pas encore à quoi ressembleront les sciences humaines, donc nous ne savons pas encore ce que signifie finalement être un homme, si le fait de participer à de telles formes doit en être une condition, ou plutôt nous n'en savons rien à l'exception des indications que peuvent nous fournir la philosophie de l'art et les structures qu'elle a commencé à mettre en lumière.